soir tous ensemble, c'est comprendre ce que c'est que le handicap invisible, une définition générale, et puis savoir un petit peu quelles sont les difficultés aussi pour le reconnaître. Et puis on aura donc effectivement donc 3 interventions ce soir. On va avoir 3 focus. On va avoir un focus sur le SAID, qui est le syndrome des nerfs dans l'os, justement. On expliquera bien clairement ce que c'est. Ensuite, il y aura donc Véronique qui est à ma gauche, qui présentera l'endométriose. Il y aura donc une présentation des douleurs chroniques par Sandra. Voilà. Et on terminera par l'immunopathie avec notre cher et tendre président qui va nous présenter les étincelles. Ok, pour une fois c'est moi qui se mets de ce côté-là, c'est très bien. Donc rapidement, bonsoir à tous et à toutes. Donc les étincelles sur le dos, c'est une association qui a maintenant 3 ans et qui justement se milite en fait juste pour la reconnaissance du handicap, que ce soit handicap visible et invisible, et qui également permet de créer des espaces des échanges ouverts en fait entre les personnes valides et invalides pour leur permettre justement simplement derrière de pouvoir se rencontrer, discuter et puis créer aussi des espaces de sensibilisation. Donc on intervient aujourd'hui, on commence à intervenir dans les entreprises, dans les écoles, justement par rapport à cette histoire de sensibilisation. Et à côté de ça, on a créé également un réseau Synergie où on propose à d'autres associations de nous rejoindre de manière à ce que l'union fait la force et de manière à derrière pouvoir proposer de mêler nos forces vives lors d'événements. Donc nous, notre événement phare, c'est l'événement qui aura lieu le 7 novembre, ce sera la marche du handicap. Donc ce sera la troisième fois cette année. Et là, on va être justement dans une phase où on va commencer à envoyer des mails justement à différentes associations pour leur proposer, si ça les intéresse, d'avoir justement un stand lors de cette journée-là. Donc on en reparlera à ce moment-là. Je pense qu'il faut que tu restes là. Ou alors sinon, tu me dis quoi faire avec ton ordi. Alors bonsoir aux arrivants, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard, on peut arriver en cours de route. Alors ce soir, pourquoi on est là? On est là pour les handicaps invisibles. Alors le handicap invisible, c'est d'abord c'est quoi? Le handicap invisible, ça regroupe des pathologies qui ne se voient pas extérieurement, mais qui nous impactent tous fortement dans la vie quotidienne, que ce soit douleur, fatigue, troubles cognitifs, psychiques. Donc il n'y a effectivement aucun signe visible pour la plupart. Bon, il y en a qui sont en fauteuil qui se lèvent, on a discuté avec certains d'entre vous tout à l'heure, et pourtant des difficultés bien réelles. Voilà. Alors, la grosse difficulté ici en France, on en a aussi discuté avec certains dans l'après-midi, c'est la reconnaissance justement de ces handicaps. Alors, si on peut avoir le slide suivant, merci. Voilà, donc ça c'est toutes les sortes de handicaps. Alors, voilà. Les chiffres du handicap, il faut savoir que il y a quand même 80% des handicaps qui sont invisibles. Et donc il y a 3 choses à ne pas confondre, 3 éléments importants à ne pas confondre. C'est l'affection longue durée, donc l'ALD, qui est définie donc, par un expert, voilà, par un médecin. Concrètement, l'ARQTH qui est donc à destination des personnes qui potentiellement peuvent travailler quelques heures partiellement, complètement, enfin voilà, donc ça c'est
une reconnaissance travailleur handicapé, donc, et la MDA donc, qui définit le pourcentage de handicap. Le pourcentage de handicap, c'est entre 50 et 70% en général pour les handicaps invisibles. Voilà. Ça dépend lesquels, bien sûr, mais pour la plupart, c'est ça. Alors, donc, le taux de handicap n'est pas l'ALD. L'ALD, le taux de handicap à ne pas mélanger. Voilà. L'ALD, c'est un médecin, CPAM, et le reste, c'est la MDA, anciennement la MDPH. Voilà. Donc, slide suivant, je pense. Voilà, donc l'objectif du café débat, comme on disait, c'est de faire une définition du handicap comme on l'a pu voir. Alors, donc le focus, ce que je vous disais, il y a d'abord donc le syndrome des nerfs dans l'os dont va nous parler Patricia, qui est là. Ensuite, nous aurons donc un focus sur l'endométriose par Véronique, qui est à ma gauche, qui est toujours restée à ma gauche. Et enfin, les douleurs chroniques, la fibromyalgie par Sandra, qui est là-bas, et terminé par l'hémiopathie par notre cher et tendre président. Voilà pour la soirée, pour le programme de la soirée. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que je parle relativement fort? Est-ce que voilà, c'est bon? Tout est clair pour l'instant? Oui. Parfait. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc je vais passer le premier micro à Patricia pour qu'elle nous parle du syndrome des nerfs dans l'os. Donc qu'est-ce que le syndrome de Ehlers dans l'os? Donc c'est une maladie, en fait ça atteint le tissu conjonctif, et à savoir le tissu conjonctif c'est plus de 80% du corps. C'est considéré comme un handicap invisible, parce que forcément vous ne pouvez pas voir à travers nos corps. Donc ça concerne tout ce qui est articulaire, des plus petites aux plus grosses articulations, également les vertèbres, le dos, les cervicales. Il en a une peau qui est très élastique. Ça engendre, voilà, donc le tissu conjonctif. Donc c'est, comme je vous disais, ça concerne toute la formation du corps, tout le soutien, autant le squelette, également les organes. Donc ça passe par des luxations ou subluxations. On ne fait pas forcément des luxations complètes. Donc au quotidien, ça va être les articulations qui se déboîtent, je suis désolée, j'ai aussi des troubles du langage. Alors ça va être un peu compliqué. Donc c'est un handicap également. Donc tout ce qui est articulaire, donc voilà, ça entraîne des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, ça veut dire que c'est H24, vous n'avez aucun repos. Donc, oui. Donc le syndrome des nerfs dans l'os, il est génétique, c'est-à-dire qu'il se transmet, et de façon autosomale, c'est-à-dire qu'il faut un seul parent pour que les enfants soient atteints. Il est différent du HSD tout simplement par rapport, parce que des fois on entend le HSD, il y a des personnes d'ailleurs qui sont diagnostiquées ce qu'on appelle HSD, et en fait tout simplement parce que le HSD n'est pas génétique, et il est surtout une hyperlaxicité articulaire importante. Donc effectivement, donc ça entraîne également des hémorragies. Donc on fait des hématomes spontanés diffus. Tout ce qui est donc la fatigue importante, tout ce qu'on appelle l'encéphalite myalgique, qui est un vrai handicap. Donc dans chaque pathologie, souvent même dans vos pathologies, s'il y en a qui sont ici avec des pathologies, on est tous concernés pratiquement par la fatigue chronique, et qui est un réel handicap invisible également. Donc il y a les troubles cognitifs, comme je vous le disais, donc la mémoire, les troubles du langage. Donc voilà, tout ce qui est, il y a également donc toutes les atteintes organiques. Alors pour vous faire une description rapide, donc le cœur, le foie, les reins. Là je vous parle de moi, ça va être plus vite. Le cœur, le foie, le rein.
Donc au niveau neurologique, ça va trop vite. Donc voilà, et donc à savoir qu'en fait il n'y a pas de traitement pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. En fait on traite problème par problème. Donc en résumé, vous avez un spécialiste pour chaque organe ou pour chaque articulation. Donc il y a un traitement pour les douleurs. Alors les principaux traitements c'est les vêtements compressifs qui maintiennent entre guillemets les articulations dans leur axe et qui limitent également, comme effet limitant pour les douleurs. Donc il y a les traitements de fond médicamenteux, ça malheureusement de fond on ne peut pas y passer outre. Et il y a tous les traitements qui concernent tous les organes en plus à faire. Donc la kiné est importante également, tant au niveau des douleurs qu'au niveau musculaire et musculation et tout ça. Donc il y a les centres antidouleurs qui ne sont pas négligés. Et à savoir, souvent les personnes ils n'osent pas aller dans les centres antidouleurs parce qu'ils pensent que les centres antidouleurs c'est que médicamenteux. Mais non. Les centres antidouleurs ne sont pas là que pour donner des médicaments. Donc voilà. Il y a les centres référencés parce qu'en fait la difficulté, comme parlait JC avec les handicaps invisibles, il a parlé tout à l'heure de l'ALD. Donc l'ALD c'est demandé auprès des CPAM. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, à savoir que pour être reconnu en ALD, c'est hyper compliqué. Il y a des centres de référence, donc là je n'en ai que deux de noter, c'est le principal, effectivement on parle tout le monde de Garches, celui qui est à Paris. Il y a Caen. Et savoir en plus, en dehors de Garches, souvent tous les autres ils tournent. Et c'est la CPM qui décide à peu près tous les 4-5 ans quels seront les centres de référence. En Sarthe, il n'y en a pas. Donc en fait, on voyage beaucoup. Et si vous ne passez pas par un centre de référencé par la CPAM, en général, l'ALD, vous ne l'avez pas. Donc c'est très compliqué à voir, même si la pathologie est là, même si on voit des spécialistes du syndrome d'Ehlers dans l'os, mais sauf qu'ils ne sont pas référencés, eux, donc l'ALD, eh ben, vous ne l'aurez pas. Donc voilà. Oui. Est-ce que ça, c'est pour toute la France? Alors, oui. Oui, tout à fait. Alors oui, mais bon, c'est vrai que ça implique des déplacements. Et tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est à notre charge. Donc déjà... Mais à Marseille, mais le problème, alors en plus, je vais quand même dire un point sur les délais d'attente. Il faut compter 2-3 ans, voire plus. Donc déjà, le syndrome d'Ehlers dans l'os, pour être reconnu, c'est des années d'errance. Moi, par exemple, je me compte 45 ans d'années d'errance. Et c'est mon diagnostic qui a permis de diagnostiquer, parce que malheureusement, mes 3 enfants sont atteints. Comme je vous dis, c'est génétique et autosomal, donc un seul parent. Et moi, mes 3 enfants sont atteints. Et donc voilà. Mais il faut, malgré tout, entrer dans ce combat. Et j'insiste beaucoup que les personnes, même si c'est long, même si c'est difficile, même si c'est épuisant, énergivore, il faut les voir les assistantes sociales qui prennent le relais. Il faut vraiment maintenir ces rendez-vous qui sont quand même importants, parce que notamment même pour la prise en charge. Et pour les recherches. Parce qu'ils sont encore très en retard au niveau de la génétique et pour identifier les gènes. Donc voilà. Juste une aparté, nous avons un animal qui nous représente, qui est le zèbre. Je vais vous expliquer pourquoi le zèbre représente le syndrome de Ehlers dans l'os. Tout simplement, parce que je trouve qu'il y a une phrase qui est complètement parfaite. Quand on voit un zèbre, on sait que c'est un zèbre. Mais il n'y a pas deux zèbres avec des rayures identiques. Tout comme il n'y a pas deux personnes atteintes du syndrome de Ehlers dans l'os ou de HSD identiques. Et ça équivaut également pour toutes les autres pathologies, parce que même des personnes qui auront d'autres handicaps, personne ne se ressemble. Chacun est unique, et ça c'est important, parce que souvent les personnes ils se disent oui, mais moi j'ai pas tel ou tel signe. Mais on est tous uniques, donc personne ne se ressemble, on ne peut pas tous être atteints de la même façon. Une petite clin d'œil à Céd et moi, que nous avons Amandine ce soir, donc qui est également atteinte d'un syndrome de Ehlers dans l'os. Ils ont fait un petit livre, donc intéressant, sur le quotidien d'un enfant, si je ne me trompe pas, Amandine, hein, je ne dis pas de bêtises, le quotidien d'un enfant du lever au coucher, et notamment tout ce que ça implique, les difficultés, notamment même pour l'école. Et je fais aussi un clin d'œil à Nini et Céd, qui explique très bien, ça c'est sur les réseaux, qui fait son compte perso et qui délivre même des flyers ou des livrets, vous pourrez les regarder si vous voulez, des livrets à téléchargement même gratuitement
envers les écoles, enfin envers les personnes de tout âge. Donc il y a des personnes qui œuvrent vraiment pour la reconnaissance et la connaissance du syndrome d'Ehlers-Danlos, et c'est important. Donc voilà, je suis désolée, c'est un peu cafouillis, mais... Donc maintenant, nous allons passer à Véronique qui m'a mis la chanteuse Sia, qui souffre du syndrome de Ehlers-Danlos. Oui, alors il y a un lien justement, comme tu en parles, la fibromyalgie, c'est bien parce qu'en fait il faut savoir quand même qu'au début, Amandine, je pense que tu as été directement syndrome d'Ehlers-Danlos. Moi au début on m'a mis dans la catégorie fibromyalgie. À savoir qu'il y a beaucoup de fibromyalgiques en fait qui ont le syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc rapidement par contre j'ai eu la chance entre guillemets, quand on m'a dit fibromyalgie, par rapport à mes symptômes on m'a dit non ça va pas, il y a des choses qui vont pas. Mais il y a des syndromes d'Ehlers-Danlos qui sont aujourd'hui catégorisés fibromyalgie. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas seul, comme dit la chanteuse Sia, et nous vous le disons aussi, donc ne restez pas seul avec vos difficultés. Je vais me taire parce que mes amis vont me dire que je parle de trop. Donc... Alors on va passer, donc comme vous avez compris, il y aura 3 focus et les questions, pour vous rassurer, parce que je vois qu'il commence à y avoir des questions qui fusent, les questions vont arriver après. Vous aurez tout le temps et tout le loisir de pouvoir poser vos questions et même pouvoir peut-être témoigner pour certains de ce que vous vivez. Donc on va laisser la place maintenant à Véronique sur l'endométriose. Merci, j'y sais. Alors moi je ne suis pas atteinte d'endométriose, donc je n'ai pas la capacité, par rapport à Patricia qui a la maîtrise de l'oral sur le sel, puisqu'elle est atteinte. Donc, je vais vous présenter l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie de bonne femme. Voilà, si je le résume bien. Pourquoi ? Parce que c'est une infection gynécologique chronique, dans laquelle le tissu qui tapisse normalement l'utérus, qu'on appelle donc l'endomètre, se développe en dehors de l'utérus justement. Alors on voit les petites boules là qui apparaissent. Comme on peut le voir, donc l'endométriose touche le plus souvent les ovaires, en haut à gauche par exemple, les trompes de Fallope, comme on le voit en haut et à droite. Les ligaments utérosacrés, comme on le voit au centre, là, de chaque côté, et dans le tractus gastro-intestinal, mais l'endométriose a aussi été observée dans tous les organes du corps, sauf la rate. C'est le seul élément pour lequel il n'y a pas d'endométriose. Alors, quelles sont les causes ? Alors, il y a plusieurs causes, en fait, plusieurs facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux. Les mutations dans les cellules de la muqueuse utérine, d'abord, les menstruations qui s'écoulent vers l'extérieur du corps, ils déplacent des cellules utérines, une action des hormones ou des perturbateurs endocriniens. Alors malheureusement, il y en a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui avec des perturbateurs endocriniens qui sont de plus en plus touchées. Et puis une mauvaise réponse immunitaire, probablement. Quels sont les symptômes ? Alors les symptômes, ça provoque évidemment beaucoup de douleurs dans la partie inférieure du ventre. Ça peut être aussi très souvent lors des règles, des rapports sexuels ou des passages aux toilettes. Voilà. La maladie peut s'accompagner aussi des douleurs lombaires, des saignements menstruels, notamment très abondants, des douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées, des problèmes de fertilité et même la dépression, c'est bien le problème. Je vous ai mis ici quelques éléments en focus autour de cet ovaire et de cet utérus, ces ovaires et ces utérus. On voit donc comment diagnostiquer la maladie. Il y a aussi beaucoup d'errances concernant l'endométriose. Globalement, on estime qu'il faut 7 années à peu près, 7 ans pour obtenir un diagnostic. 40% des femmes subissent des douleurs pelviennes chroniques qui seraient atteintes d'endométriose sans être diagnostiquées. Donc ça c'est aussi important de le souligner. La maladie peut être diagnostiquée donc via une échographie pelvienne ou en dos vaginal ou INRM.
Est-ce que tu as la petite vidéo pour comprendre? Parce que je crois qu'elle est... On n'est pas au niveau du son non plus. On va... Je sais pas si ça passe, mais... Voilà, donc là c'est une spécialiste qui nous explique. C'était une spécialiste. Voilà. Est-ce qu'on a le son? Bon, il y a les sous-titres déjà. Donc vous l'avez compris, c'est très compliqué de diagnostiquer, donc il y a des tentatives aujourd'hui, heureusement. Quels sont les traitements? À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Voilà. C'est très simple. On peut traiter uniquement en termes de prévention, et puis avoir un suivi précoce, régulier, mais atténuer les douleurs par des médicaments. Mais il n'y a vraiment pas de traitement officiel. Enfin, jusqu'à maintenant, la recherche n'a pas trouvé des traitements capables de pouvoir faire regresser la pathologie. Comment prévenir la maladie? Alors, pour l'heure, même s'il n'y a pas de traitement préventif, on peut être diagnostiqué, notamment quand on a des douleurs importantes chez une femme. Qui est touché? Toutes les personnes menstruées, et notamment une femme sur 10. Ça représente, pour vous donner une idée, 2 millions de Françaises qui souffrent aujourd'hui d'endométriose. Quelles sont les conséquences? Là, on voit ici, dans le schéma, les conséquences, elles sont multiples. C'est des douleurs chroniques invalidantes dans 70% des cas. 40% de cas d'infertilité, comme j'ai dit tout à l'heure. On voit aussi des troubles auto-immunes, notamment avec des risques de maladies, le lupus, la polyarthrite et même la sclérose en plaques, des problèmes gastro-intestinaux et urinaires, notamment des ballonnements, des constipations, des diarrhées, des douleurs à la miction, au moment de l'uriner, des obstructions intestinaires, l'infertilité, malheureusement, jusqu'à 50% des personnes atteintes d'endométriose aujourd'hui peuvent éprouver des problèmes d'infertilité en raison de formation notamment du tissu cicatriciel de la trompe, de Fallope, qui est bloqué, avec des kystes aussi, la présence de kystes, des risques de cancer de l'ovaire. L'endométriose peut augmenter évidemment ce risque-là. D'autre part, on a aussi des conséquences, des effets émotionnels, parce que la douleur fait que la nuit, c'est un peu compliqué pour ces femmes de supporter les douleurs dans la journée et dans la nuit, avec un risque de dépression, de stress, de réduire la qualité de vie, des maladies aussi cardiovasculaires qui peuvent s'engranger. Et puis enfin, les douleurs chroniques, comme je l'ai dit, notamment des douleurs pelviennes. Voilà. Je vais juste terminer pour faire un point, pour informer. Il y a eu une proposition de loi visant à soutenir les femmes atteintes d'endométriose qui avait été déposée en octobre 2024, mais qui n'a pas abouti, faute d'accord entre les députés. Le ministre du Travail et de la Santé avait aussi expérimenté un test salivaire permettant de détecter l'endométriose à partir de 2025. Ce test a été mis à disposition de 25 000 femmes de plus de 18 ans, pour lesquelles une endométriose est suspectée, dès février l'année dernière.
dans 80 hôpitaux. Mais aujourd'hui, donc le test avait été pris en charge par l'assurance maladie. Mais aujourd'hui, en 2026, il n'y a pas d'avancée en fait. Voilà. Donc c'est une errance pour les femmes qui sont touchées par l'endométriose. Ça n'empêche que aujourd'hui, on peut faire reconnaître une RQTH. On peut bénéficier d'une RQTH, notamment, il faut la demander. Pour compenser les conséquences de la maladie et favoriser le maintien avec un emploi, notamment avec des aménagements horaires qui peuvent être adaptés, des adaptations au poste de travail. Il faut savoir quand même qu'en cas d'endométriose, la RQTH peut être attribuée pour une durée de 1 an à 10 ans et elle est renouvelable. Donc c'est problématique aussi parce que ça veut dire que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, malheureusement, ce sont des maladies chroniques qui vont rester toute leur vie. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a une durée de 1 à 10 ans, renouvelable certes, mais ça veut dire qu'on ne retient pas en compte cette pathologie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vais repasser la parole à JC. Voilà, très rapidement, vous avez bien compris. Le syndrome des nerfs dans l'os avec toutes ses difficultés, l'endométriose. Et on va reparler de ce qu'on a parlé tout à l'heure, un petit peu des fibromyalgies et des douleurs chroniques avec Sandra. Alors bonjour, donc du coup moi je suis atteinte de fibromyalgie, vous voyez pourtant ça ne se voit pas, j'ai une allure sportive, mais c'est difficile tous les jours, ça atteint notamment la fatigue, on est fatigué dès le matin, à peine réveillé on est déjà fatigué, donc c'est compliqué de se dire il faut qu'on calcule un peu tout ce qu'on a à faire, et en fonction... on essaye d'utiliser un certain nombre de cuillères dans la journée, et comme dans un pot avec un certain nombre de cuillères, et on sait que on va aller par exemple aller faire les courses, passer 2 cuillères. On sait qu'on va aller promener le chien, c'est 3 cuillères. Moi c'est un berger australien, alors je vole. Donc du coup c'est beaucoup d'énergie. Donc pour pouvoir être diagnostiqué, on est vu souvent par un rhumato qui va on a 13 points sur le corps, on y va appuyer pour voir si c'est douloureux. Et si c'est douloureux, on considère qu'on a la fibromyalgie. Et la fibromyalgie est un statut est une maladie un peu bâtarde, entre guillemets, puisque on y met un petit peu tout. Quand on ne sait pas ce qu'on a, quand on va aux urgences, c'est la fibromyalgie. Voilà. Mais tout n'est pas la fibromyalgie ou tout n'est pas la dépression. On ne peut pas tout mettre sur des maladies généralistes. Parfois, il y a des maladies qui se cachent vraiment derrière, des maladies plus graves. Voilà, et donc il faut savoir que la fibromyalgie, c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois en 1816 par Belfour. Elle a été appelée de différents noms. Donc d'abord, ça a été la fibrosite. Après, le rhumatisme chronique, la myalgie et syndrome de point de pression. Et il faut savoir, ça va vous faire rire, qu'on disait c'est quelque chose qui a été repéré depuis le XVIIIe siècle et on appelait ça les hystéries féminines. Voilà. Et donc, il y a différentes causes. Alors, les manifestations et douleurs de type neuropathique surviennent de jour comme de nuit, exactement. Il faut savoir que quand on est atteint de fibromyalgie, si vous avez votre t-shirt derrière qui n'est pas mis tout à fait droit, et quand vous allez dormir, ça va vous empêcher de dormir parce que là, le t-shirt, on va le sentir toute la nuit, ça va nous faire mal. C'est une atteinte en fait du système nerveux central qui est complètement déréglé et qui vous envoie des signaux exagérés de douleur. Tu as mal, tu as mal, tu as mal. Et il y a des fois où ça va un petit peu mieux, où la douleur elle est gérable, et puis il y a des jours où c'est un enfer sur terre. Donc ce sont des douleurs tendinomusculaires, notamment par exemple à cet endroit-là, au niveau du dos, comme ça, au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des mains, au niveau des pieds. Ça joue au niveau du sommeil. Oui, c'est pas grave.
Ça joue au niveau du sommeil, ça joue sur énormément de points. Moi je suis un peu perdue parce que du coup ils se sont un petit peu promenés dans les images. Voilà, ils essaient de me faire des pièges. Donc voilà. Et donc en fait, voilà, il n'y a pas de signe, ça ne se voit pas sur le corps de la personne. C'est vraiment, ça se ressent, et c'est vraiment des douleurs intenses. Donc notamment, on a des douleurs au niveau des poignets, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des articulations. Et, et puis au niveau digestif aussi. Et du coup, ce qui fait que il y a des spécialistes qui se sont demandé pourquoi on avait la fibromyalgie. Alors, la cause, c'est souvent, on nous dit que la cause, ça peut être un gros choc psychologique. Ça peut être aussi une maladie qui aurait dégénéré, on ne sait pas pourquoi, ou un virus. Et ça peut être différentes choses qui sont liées à cette fibromyalgie. On n'arrive pas trop à l'expliquer. Moi, je suis trop loin et je ne vois pas. Voilà. Et il faut savoir que c'est essentiellement féminin. C'est vraiment ça, le corps qui prend feu. Et ça irradie en fait. Et ça fait comme des décharges électriques. Donc il faut savoir que le diagnostic est quand même assez long. Et on dit assez facilement au final qu'on a une fibromyalgie, mais on ne nous soigne pas vraiment. En fait, on nous laisse avec une douleur. Donc, pour pouvoir être soigné pour la fibromyalgie, alors il faut savoir que quand on est atteint de la fibromyalgie, on dort très mal. Donc souvent, on n'atteint pas le sommeil paradoxal. Souvent, la majorité des gens atteints de fibromyalgie n'atteignent pas ce sommeil-là. Et alors, les chercheurs se posent la question d'une cause à effet, qui ferait que du coup, c'est ça qui ferait peut-être le fait qu'on ait mal et que le système nerveux s'emballe au niveau douleur. C'est un questionnement. Et donc du coup, en général, cette grande fatigue, ça fait aussi quelque chose au niveau du moral. Et souvent, donc, on est soigné avec des antidépresseurs. Ça nous aide parfois à améliorer un peu nos symptômes. On a remarqué aussi que l'amélioration des symptômes se faisait aussi par un régime sans gluten et un régime sans lactose. Ça permettait aussi d'améliorer certains symptômes. Il faut savoir que sur Le Mans, on avait une spécialiste qui elle-même est atteinte de la fibromyalgie au pôle Santé Sud et qui peut nous aider. Mais la prise en charge, c'est pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous pouvez être suivi aussi au centre antidouleur. Et puis vous pouvez aussi avoir des aides par le biais notamment de psychologues pour pouvoir mettre des mots sur des mots MOTS sur des mots MAUX. Et vous pouvez être aidé aussi par différents stades, par le MIA. Et puis, comment dire, vous pouvez être aidé, là du coup tu m'as squeezé. Oui, la CPAM, vous avez différents oui, mais ça m'a coupé moi tout ça. Donc voilà, vous voyez le cycle du sommeil qui est perturbé, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, on n'atteint jamais le sommeil paradoxal, donc du coup on est épuisé tout le temps et ça aurait une incidence sur le système nerveux central. Et ça ferait en sorte qu'on ait ces douleurs perpétuelles. C'est comme Sisyphe qui tous les jours pousse son rocher vers le haut de la montagne, et puis là le matin, le rocher est redescendu en bas. Et hop, et on repousse le rocher. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux comme ça. Et en fait, on n'arrive jamais à vraiment se reposer. La gestion de la maladie, donc vous voyez, les antidépresseurs, les anti-algésiques, les anxiolytiques. Voilà, et puis après, ce qu'on peut faire d'un point de vue, on va dire, naturel, kiné,
marche, sport adapté, natation. C'est important d'entretenir le mouvement au niveau du corps, parce que sinon après nos muscles s'atrophient. Donc du coup ça n'aide pas à aller mieux au niveau de la fibromyalgie, et ça favorise la sédentarité, et après on a de plus en plus de mal à bouger, et plus on a du mal à bouger, plus on a du mal à bouger, et ça n'incite pas au mouvement, quoi. Et on a de plus en plus mal en fait, parce qu'en fait les fibres nerveuses se rétractent, et on a de plus en plus de mal à pouvoir faire les choses de manière naturelle. Donc voilà. Mais ne pas hésiter à faire du sport, du sport adapté et du sport sans impact surtout. Tout ce qui est marche, natation. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à se détendre, notamment tout ce qui est relaxation. Voilà. Il faut arrêter de voir son corps comme une machine à qui on veut donner l'ordre d'aller bien. Non, elle ne va pas bien, cette machine, donc il faut l'accepter. Elle ne va pas bien, on fait avec, on prend le temps, et puis on essaye de faire en sorte d'aller mieux soi-même. C'est un peu de l'autosuggestion. Mais parfois ça suffit pas, parce que la douleur elle est réelle, elle n'est pas dans notre tête. Et donc justement il y a l'écoute qui est importante, le numéro qui est affiché là-bas. Donc parce que parfois on est seul face à soi-même, seul face à cette maladie qui nous fait mal. Et vu que c'est une maladie invisible, parfois nos proches ne nous croient pas. Et donc là, du coup, ça nous fait du bien de pouvoir avoir un endroit avec des gens neutres qui ne nous jugeront pas et qui sauront accueillir notre parole et qui nous croiront. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc nos trois principaux focus. Alors maintenant, on va attaquer un petit peu la fin de notre première partie. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Donc on va donner la parole à notre cher président, qui va nous présenter donc la partie sur les myopathies. Donc moi en fait je vais parler de trois familles qui sont les myopathies, les myosites et les neuropathies. En fait c'est trois familles qui se ressemblent, se complètent, mais qui ne sont pas du tout pas identiques. Les myopathies sont principalement musculaires, les neuropathies sont principalement neuronales, enfin neuromusculaires, et les myosites en fait sont plus en moins des myopathies dites inflammatoires. Donc en fait c'est souvent dû à des médicaments, donc par exemple dû à la cortisone par exemple, parce que vous en avez pris trop, ça peut être d'autres médicaments. Donc ça on appelle ça une myopathie inflammatoire. Moi c'est ce que j'ai à l'heure actuelle, et ce qui n'a pas été détecté en temps et en heure, ce qui fait que ça s'est transformé en myopathie inflammatoire, en myopathie nécrosante. Donc c'est-à-dire qu'en gros c'est comme si vous preniez un oignon et que vous laissez le cœur s'assécher entre guillemets, puis après vous enlevez toutes les couches. En gros, c'est ça, c'est-à-dire que le muscle en lui-même, toutes les couches en fait deviennent des tissus graisseuses, et le cœur en fait s'atrophie. Et donc ça devient du coup de la nécrose. Dites-vous en fait que par rapport à ça, demain un simple geste en fait comme monter un escalier, ça peut devenir très compliqué. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, je ne pouvais plus monter une marche. C'est-à-dire que dès que je voulais monter une marche, en fait, je posais le pied, mais dès que je voulais monter l'autre, c'était pas la peine, mon genou pliait direct, parce que le quadrille n'était pas assez fort pour justement tenir. Donc ça, c'est un exemple. Pareil, tout ce qui peut être aussi l'hypersensibilité, une simple caresse ou le simple fait justement de se dire, je vais me dorer la pilule parce qu'il y a le soleil. En fait, on devient rouge rapidement pour un oui, pour un non. Parce que justement le corps il n'est pas capable justement de s'autoréguler, puisque les muscles ne sont pas là entre guillemets pour l'aider, et quand il y a également tout ce qui est inflammation, c'est encore pire.
Donc, dans les myopathies qui existent, en fait, donc, il y a 3 sortes. Il y a ce qu'on appelle la génétique. Donc ça, c'est les myopathies du chêne, c'est principalement celles qui sont connues par le biais de la FMT. Donc les myosites, qui sont donc les myopathies inflammatoires, et puis les myopathies acquises différemment, c'est-à-dire qu'elles sont traitées par effectivement des dysfonctionnements surrénaliens ou bien des dysfonctionnements thyroïdiens, je vais y arriver. Donc ça, en règle générale, c'est la 3e famille, et c'est souvent une... alors ça peut arriver, les myopathies acquises, par exemple, ça peut être tout bêtement, vous fumez, par exemple, et du jour au lendemain vous arrêtez, si peu que le tabac se soit accumulé à des endroits, on va dire, clés, derrière, effectivement, une myopathie peut se déclencher. Donc voilà, c'est ce genre de détail qui, malheureusement, fait toute la différence. Je pourrais passer à la suite. Tu veux qu'on mette la vidéo pour... ouais. Notre corps contient plus de 600 muscles différents. Mouvement, marche, posture, respiration, mastication, communication. Notre activité physique et toutes nos fonctions vitales dépendent de leur bon fonctionnement. 14 muscles sont nécessaires pour faire bouger les yeux, 43 pour froncer les sourcils. Les muscles représentent plus de 40% de notre corps. Il en existe 3 types différents. Les muscles striés squelettiques, qui recouvrent notre squelette, permettent les mouvements volontaires et réflexes du corps. À chaque geste, le cerveau envoie un message nerf qui peut transmettre au moteur neurone relié aux muscles. Une fois le message reçu, la machinerie biologique se met en place pour permettre la contraction. Les fibres musculaires constituées de myofibrilles, elles-mêmes constituées de petites unités contractiles, qu'on appelle les symptômes, s'activent grâce au glissement des filaments d'actine et de myosine. Les muscles lisses, présents dans la paroi musculaire, comme la vessie ou les intestins, fonctionnent sans qu'on ait besoin de penser à les solliciter. Ils aident au transport de différents éléments de l'organisme, le sang pour le vaisseau sanguin, l'air. Enfin, le plus connu des muscles auxquels on pense quand on passe spontanément, le cœur. Les muscles striés du cœur ont une action rythmique et automatique qui assure le fonctionnement du cœur et la circulation du sang. On connaît particulièrement bien les fonctions contractiles du muscle, mais ses autres fonctions sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. On sait par exemple aujourd'hui que parmi les 965 protéines sécrétées par les cellules musculaires, certaines sont impliquées dans la réparation des muscles, d'autres peuvent jouer un rôle dans le cerveau et influer sur la mémoire. Nos muscles agissent sur la digestion, le stress, le cholestérol, la régulation de la température corporelle et même sur le renforcement du système immunitaire. Ils sont donc essentiels à notre bonne santé générale. Mais lorsque le muscle dysfonctionne ou s'affaiblit, les conséquences peuvent être sévères, voire irréversibles. Dans le cas des maladies neuromusculaires, les muscles ne se régénèrent pas correctement. Les personnes atteintes perdent progressivement leur force, la marche, l'utilisation de leur bras, et leur cœur est fragilisé. Au cours du vieillissement, nous pouvons perdre jusqu'à 30% de notre masse et de notre force musculaire. Cette faiblesse augmente nos risques de chute et leur gravité. Vous l'aurez compris, qu'il soit sain, sportif, blessé, malade, vieillissant, le muscle est un véritable enjeu de santé publique.
Voilà, donc le lien en fait c'est institut-myologie.org. Voilà, donc effectivement en fait c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que là on a la coupe justement du muscle, et c'est tout à fait ça en fait, c'est-à-dire que le myosite en fait, dès lors qu'il commence à se nécroser, tout le reste en fait devient de la fibre graisseuse, et donc du coup le muscle en tant que tel ne fait plus son travail, on va dire. Donc effectivement derrière ça devient assez compliqué. On passe à la suite. Ouais. Donc ça effectivement c'est les différentes manifestations qu'il peut y avoir. Donc chez l'enfant ça se caractérise effectivement par des anomalies ou des retards au niveau développement moteur. Donc souvent c'est le cas notamment quand on voit des enfants qui vont faire du sport par exemple ou autre, et puis qui ne sont pas capables de taper dans une balle, ou qui vont pas avoir la possibilité de rattraper un volant avec une raquette de badminton, etc. Donc ça déjà c'est les premières choses qui se voient, si je puis dire. Après on a aussi beaucoup de difficultés, notamment effectivement à stabiliser la tête, le tronc, enfin tout ce qui est la colonne vertébrale. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez l'enfant, et encore plus chez l'adulte quand ça n'a pas été pris à temps. Donc voilà. Après, effectivement, au niveau des adultes, ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est la fatigue, c'est la faiblesse musculaire, c'est tous les gestes du quotidien qui deviennent difficiles, que ce soit marcher, courir, ou bien même des douleurs, des crampes musculaires. Alors les raideurs, les spasmes, ça malheureusement oui. Et puis au niveau du cœur, c'est le genre de choses en fait où on peut passer de la braquée à la tachy, comme ça du jour au lendemain, sans avoir rien fait. C'est-à-dire que moi par exemple le matin, je me lève, juste le fait de me lever et de faire un transfert, je prends mon pouls, je suis à 18. Voilà. J'ai pas pris de café, j'ai pas pris de mes médocs, j'ai rien pris, je suis déjà à 18. Donc, et j'ai juste fait un transfert de mon lit à mon fauteuil. Et des fois, quand je suis là, en ce moment, je suis en cure d'immunothérapie ou thérapeutique, bon bref, d'immuno pour tester justement pour voir comment est-ce que ça fonctionne sur une nécrosante. La dernière fois, ils ont juste halluciné parce qu'en fait, j'étais allongé, j'étais en train, je bouquinais, ils ont pris ma tension, ils me sont dit, ça va monsieur? Bah ouais, j'étais avant. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, on revient dans une demi-heure, on va voir. Une demi-heure après, ils ont repris la tension, j'étais à 14. Ça veut dire qu'en une demi-heure, je suis descendu de 6 points. On n'a pas tout compris, regardez moi. Ok, on va venir régulièrement pour prendre notre tension du coup, parce que si c'est les effets du produit ou si c'est autre chose, il faut qu'on comprenne. Et donc effectivement, à la suite de cette cure que je suis en train de faire, justement, après moi, pendant 5 jours, je suis complètement off, clairement, parce que je me tape tous les balles du monde. Et la dernière fois que j'ai justement, j'ai cherché mon médecin, je lui ai demandé, il me dit oui c'est normal, c'est les contre-coups. Ouais mais enfin les contre-coups, quand tu prends ta tension, t'es à 8. Il y a un truc qui va pas là. C'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que théoriquement quand on est malade, quand on prend le pouls justement, on est à 16, 17, voire au-delà. C'est comme quand on prend la température, c'est pareil. Dans mon cas en fait c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que si je suis entre guillemets en pleine forme, je vais monter facilement à 18-20 parce que comme mon cœur va devoir pomper plus fort et demander plus d'énergie. Et à l'inverse, en fait, quand je suis totalement dans les choux, en fait, mon cœur il en me tranquille, il en va partout, c'est normal. C'est le principe des douleurs chroniques, et c'est vrai que au point de vue myosite et myopathie, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et quand on ne connaît pas le système en tant que tel, enfin la pathologie en tant que telle, c'est vite déconcertant. Même pour les médecins, des fois ils sont en mode mais c'est bizarre, mais oui effectivement, comme disait tout à l'heure Patricia, on prend la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la même définition du zèbre, parce que d'un myopathe à un autre, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas les mêmes fréquences, les mêmes douleurs, etc. C'est-à-dire qu'on va dire dans les grandes lignes, c'est la même chose au niveau littérature, mais dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Oui, ça. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Donc moi, par exemple, en ce moment, je suis sous cortico et immunosuppresseur. Et avec ça, en fait, on me rajoute d'autres choses pour tester, justement, parce que j'ai
j'ai eu de la cortisone en fait pendant très longtemps. De toute façon, depuis bébé, on m'a donné ça, parce que je suis née avec une pathologie dont je suis sortie en France qui s'appelle le syndrome de Hartmann. À cela, il y a tout un tas de choses, il y a un pêle-mêle. Et en fait, quand j'étais gamin, le seul objectif qu'ils avaient dans la tête, c'était on va lui enlever son eczéma. Donc derrière, ils ont testé tout et n'importe quoi. J'ai testé du goudron, ce qu'on appelle le coaltar. Vous regardez sur internet, c'est très drôle. J'ai eu du diprozone, du diprolène, j'ai eu des corticothérapies carrément, donc c'est-à-dire carrément par voie intraveineuse. Aujourd'hui, ils sont contents quand ils doivent me prendre des prises de sang. Alors, quelle veine, laquelle? Bah oui, c'est vrai qu'elles sont transparentes aujourd'hui. Donc même pour les pertes, des fois, les filles elles s'amusent parce que régulièrement elles viennent pour. C'est bon, elle n'est pas partie? Non, ça va. Mais voilà, donc ça c'est effectivement, là on parle vraiment sur le point musculaire, mais on va passer sur la neuro, je crois pas. Ah non, d'accord, ok. T'as pas mis un truc sur la neuro Hein? Ok. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, je vais vite fait expliquer. Heureusement que j'ai pris mes notes, moi, quand même. En fait, les neuropathies, en fait, ça concerne principalement les nerfs. Et en fait, ce sont tout simplement les nerfs qui ne sont pas, en fait, entre guillemets, qui ont un retard, ils ont un retard de train, en fait, par rapport au muscle. C'est-à-dire que si le muscle, tu lui dis, tu fais ça, le temps que le nerf lui envoie l'information, il est trop tard. Donc, par exemple, c'est souvent le cas, en fait, quand on voit une personne qui a une neuropathie et qui va justement essayer de faire un geste, et puis en fait, le geste, il va être brutal, par exemple, on ne sait pas pourquoi. C'est souvent parce que elle a essayé de faire le geste en tant que tel, mais le nerf il n'a pas suivi, donc du coup derrière ça peut déclencher des douleurs, ça peut déclencher de la spasmophilie, merci Romain, et voilà, ça peut générer plein de choses. Aujourd'hui le truc c'est que voilà, concernant la neuropathie notamment, il y a beaucoup de thérapies géniques qui existent, des nouveaux traitements, des essais cliniques qui sont en cours, mais malheureusement ça génère toujours pareil, des fatigues importantes, des douleurs chroniques, perte de mobilité, parfois des atteintes respiratoires ou cardiaques, et puis une baisse de qualité de vie. Donc le plus difficile c'est que tout ne se voit pas. On peut avoir l'air bien mais être épuisé, douloureux, limité et entendre mais tu as l'air en forme alors que non. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas, ça c'est quelque chose pour moi qui est très important à dire. Et derrière toutes ces maladies-là, toutes les pathologies dont nous avons parlé, il y a des personnes, il y a des parcours et une capacité énorme à s'adapter au quotidien. Donc comprendre c'est déjà aider et en parler c'est faire avancer les choses. Et c'est donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire un petit échange avec vous déjà. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tout le monde, ça va, il n'y a pas trop de grosses questions. Voilà. Donc, on va passer peut-être aux questions personnelles. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui était déjà concerné par une dame qui veut poser une question. Bon, alors on va commencer par là, et puis après peut-être un témoignage ou quelque chose voilà. Bonjour, alors moi je me demande si c'est pas le syndrome dans l'os ou la fibromyalgie, parce qu'en fait j'ai un peu les symptômes et en fait je suis suivie par un chirurgien orthopédique qui m'a fait des IRM et en fait j'ai de l'arthrose comme quelqu'un qui a 20 ans plus que moi et il m'a dit on se reverra quand on fera la prothèse. Et il dit vous êtes un cas exceptionnel que j'ai jamais vu. Et donc, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas à qui m'adresser et faire quoi. Et c'est pour ça que j'ai bien échangé avec vous deux, mesdames. Et juste pour mon cas personnel, j'ai une RQTH. Et en fait, j'ai été suivie par un médiateur de la ville du Mans, qui est spécialisé en santé, et qui m'a aidé à remplir mon dossier. Parce que tout seul, moi j'ai appelé l'assistante sociale, on m'a dit « Ah, vous n'êtes pas un enfant, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour vous ». Donc, après, je peux comprendre qu'elle soit débordée. Hein.
Et donc, du coup, maintenant, il y a un médiateur santé à la mairie du Mans. Je vais commencer par la dernière question, notamment ces fameux dossiers MDA, enseignement MDPH. Ils sont effectivement très très lourds et compliqués à remplir. Il faut savoir que maintenant sur le Mans, il y a une antenne. En fait, nous, moi, j'ai été vite orientée par l'antenne Prior sur Angers, qui s'occupe des pathologies rares. Et en fait, ils aident au niveau administratif. Aujourd'hui, ils ont une antenne sur le CH au Mans, donc c'est plus près. Et ils aident, ils sont là pour conseiller et orienter justement par rapport à nos besoins. Parce que le dossier MDA ou MDPH, enseignement MDPH, il se base surtout sur le retentissement au quotidien. La pathologie, concrètement, effectivement, il faut mettre le diagnostic, mais eux, ils ne se basent pas sur ça. Donc effectivement, sur notre quotidien, quelles sont nos difficultés. Et donc pour remplir ces dossiers, on oriente également vers maintenant Prior, qui est donc il y a 2 personnes, je crois, c'est une fois par semaine, leur antenne. Non, avant c'était Angers. Donc, et encore, Angers, moi je les ai eu à domicile, donc ils faisaient tout l'Ouest, donc c'était un peu compliqué. Donc maintenant ils ont ouvert une antenne sur l'hôpital du Mans, donc ça c'est à savoir. Ensuite, vous parlez d'arthrose, effectivement. L'arthrose précoce fait partie des... Oui, en plus des hyperlaxes. Et c'est ce que je vous ai dit, il y a le syndrome des Lardon-Los, c'est ce qu'on appelle les HSD. À savoir que c'est pas parce qu'on est hypermobile qu'on a moins d'atteintes qu'un syndrome de Lardon-Los. C'est là la difficulté. Donc aujourd'hui, on peut être hypermobile sans avoir le syndrome des Lardon-Los et sans avoir aussi d'autres atteintes. Il y a des gens qui vont être hypermobiles dans leur vie, il n'y aura aucun souci. Mais l'arthrose précoce en fait partie. Moi, c'est-à-dire, même à 20 ans, j'avais déjà de l'arthrose précoce, en fait. Donc forcément, et ça se comprend aussi dans le sens qu'il faut imaginer, vous êtes hyperlaxe, vous êtes hypermobile, donc les articulations, elles bougent. Moi, dans le dos, j'ai été opérée, ça ne se voit pas, on m'a greffé au niveau des vertèbres, parce qu'à force de briller, forcément, ça s'abîme. Donc, et quand on parle d'handicap invisible, j'ai perdu ma jambe gauche, ça ne se voit pas non plus. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé une chance, la motricité au bout de plusieurs mois, mais si je ne le dis pas, personne ne le sait. J'ai pas de sensibilité. Donc tout ce qui est équilibre, vertige, enfin bon, je vous passe les détails. Et d'où l'importance et les prothèses, à savoir que ça je ne l'ai pas, parce qu'on parle de syndrome dans l'os, un quart d'heure en parler, c'est pas suffisamment. Et voilà, vous n'êtes pas toute seule, et surtout, c'est même après, si vous voulez, on pourra en parler, mais nous avons Amandine également là-bas, qui, voilà, et à savoir qu'en fait, il faut éviter d'opérer, et ça, il faut déjà savoir quelle pathologie on a. On évite d'opérer les syndromes des Lardon-Los, on opère vraiment en urgence, les choses qu'on ne peut pas éviter. Comme moi, la greffe dans le dos, j'ai pas pu l'éviter, sinon c'était la paraplégie. Parce que la problématique, c'est qu'opérer, c'est du tissu conjonctif, on touche, on améliore quelque chose, sauf qu'en fait, concrètement, l'environnement, on le perturbe. Et donc ça va développer d'autres symptômes encore. Donc les opérations sont vraiment ciblées. Elles doivent évaluer vraiment le risque-bénéfice et risque-bénéfice. Voilà, bref. Et un truc tout simple, moi j'ai une 50aine d'années, voilà, j'ai 51, bientôt 52, voilà, parce qu'on dit notre âge, on va pas se... Et en fait, je devrais avoir des prothèses de pouce, mais en fait les chirurgiens pour l'instant me la refusent. Et moi je ne veux pas non plus, parce que c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Et mes pouces ils font encore ce qu'ils peuvent, mais au moins je préfère les avoir comme ça, même si ça avait des douleurs, même s'ils sautent régulièrement, mais il y a les orthèses qui existent. Et à savoir qu'en plus, les interventions sont assez spécifiques. C'est pas des simples prothèses. Quand on a des ligaments qui sont trop lâches, c'est pas mal élastique, il faut tout rétrécir. Et après, il faut aussi des petits butoirs, entre guillemets, une petite pièce, pour lier le pouce, ou peu importe l'articulation, à l'autre articulation. Donc c'est assez complexe. Et il y a certaines autres interventions qui sont faites que, notamment pour les pouces, c'était un seul chirurgien sur Nantes. Et encore, c'est à l'essai, c'est lui qui a inventé le système. Et à savoir également, il faut
Donc, je vais pas parler des syndromes vasculaires tout à l'heure, mais parce qu'il y en a tellement. Après, heureusement qu'eux, ils sont rares, mais en tant que syndrome des Lerdonos, on a aussi une consonance vasculaire. Ce qui explique que, à chaque intervention, moi, j'ai fait une hémorragie. À mes accouchements, j'ai fait des hémorragies. Mais là, à cette époque-là, on ne m'a pas diagnostiqué. Je faisais des hémorragies, mais bon, voilà. Mais parce qu'on a une tendance aussi hémorragique. Donc, même une simple intervention, on déclenche une hémorragie. Donc voilà. Mais le chirurgien orthopédique, après vous, dans votre cas, effectivement, ce serait intéressant d'aller voir le docteur Juvelvog, effectivement, pour Santé Sud. Oui, bah oui, mais c'est ça, c'est le délai d'attente. Mais surtout, il faut tenir, par contre, il ne faut pas les annuler. Non, pas. Il ne faut pas annuler ces rendez-vous, même si c'est hyper long, parce que c'est important. Voilà. C'est ça. Donc moi, honnêtement, je suis sous médicaments assez lourds. Au quotidien, je cadre un traitement de fond. Je ne vais pas vous donner les molécules, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais parce qu'il faut, pour vivre un minimum de quotidien. Et il y a les rhumatologues. Allez voir les aussi que votre chirurgien orthopédiste vous oriente vers des rhumatologues même de l'hôpital du Mans, parce que maintenant, les jeunes qui sont arrivés connaissent quand même, ils sont de mieux en mieux formés, autant la fibromyalgie que même le syndrome d'Ehlers-Danlos aussi. Ils commencent quand même, et ça c'est important, il y a quand même des progrès, et ça avance. Et donc voilà, sinon les centres antidouleurs, par exemple le docteur Juvelvog en fait partie, donc, moi je suis suivi là-bas au centre antidouleur, donc voilà. Alors ça, le problème c'est que, on va pas se le cacher, on vit un quotidien difficile, forcément on passe tous par des périodes difficiles. J'ai fait une dépression même si ça se voit pas sur ma tête, il y a plus de 12 ans maintenant, 15-16 ans, parce qu'à force d'avoir mal au quotidien, d'avoir des problèmes, le cœur qui fonctionne pas, l'estomac, c'est ça que j'en ai pas parlé, notre chère Amandine ne s'alimente plus du tout, parce qu'on souffre aussi de gastroparésie. Donc tout ça, il faut aussi, c'est lourd. Donc tout ce qui est douleur chronique, tout ce qui est pathologie, on nous dit, moi pendant des années, on m'a dit que c'est dans la tête. Je me suis dit ok, je dis plus rien, c'est dans la tête. Je ne dis plus rien, j'ai mal, je pisse du sang, c'est dans la tête. Ok, bon sauf qu'en 3 ans, quand les diagnostics sont tombés seulement parce qu'un mauvais médecin, parce qu'il faut le dire, il y a des très bons professionnels, et vous avez un médecin traitant qui ne vous écoute pas, vous êtes dans des années d'errance encore plus supplémentaires. Donc ça c'est très bien, c'est déjà un bon point. Donc n'hésitez pas à changer même de médecin parce qu'il faut vraiment trouver les bonnes personnes sur la route. Et je voulais dire sur une chose, notamment sur les douleurs, que ma kiné, j'ai une super kiné, j'ai de la chance aussi aujourd'hui, qui a dit effectivement, les douleurs sont dans la tête, mais elles ne sont pas imaginaires. Et je vais reprendre effectivement vos yeux de vous dire, les douleurs sont dans la tête, mais on me dit toute ma vie, on me raconte que c'est dans la tête, que c'est psycho, enfin voilà. Mais non, leur origine, ça a été démontré scientifiquement que leur origine c'est le cerveau, donc elles sont bien dans la tête, sauf qu'elles ne sont pas imaginaires, donc elles sont réelles. Et ça déjà ça fait énorme. Donc voilà, j'ai parlé encore de trop, désolé. Si vous permettez, je vais juste vous faire passer une petite feuille avec les petits pictogrammes sur les handicaps invisibles. Parce que ça démontre aussi que c'est justement pas que dans la tête. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va prendre d'autres questions, du coup, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un peut poser une question? N'hésitez pas. Vous voulez témoigner, madame, sur la fibromyalgie, par exemple? Bonsoir. En fait, je suis venue à l'événement parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président et d'avoir un long échange. Je lui avais promis que tôt ou tard, je finirais par venir parce que les initiatives de l'association sont vraiment très bonnes et entre autres possibles. Je suis malentendante. Voilà. Mais j'espère que dans la salle, il y a des personnes qui sont juste sans enfants, qui ont le plaisir de ne pas avoir d'handicap, et c'est bien, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas parler du handicap uniquement entre personnes porteuses d'un handicap, mais avec tout le monde en fait. Voilà. Et merci Damien et l'équipe pour l'initiative, mais j'ai pas de questions. Il ne faut pas hésiter à nous dire dès que vous rentrez, parce que comme ça on vous calme. Ah oui, moi je sais que je vais mentionner avec Gauthier. Moi je n'ai pas de handicap, mais je fais partie de l'association parce qu'il y a rien qui
C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est que voilà, nous l'avantage en fait, c'est que quand j'ai créé l'association, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait les 3/4 des associations qui existent militent entre guillemets pour une pathologie ou un corps de pathologie. En fait, moi quand je me suis dit je vais ouvrir une association, je me suis dit ouais mais c'est totalement stupide. Tu vas pas ouvrir une association par rapport au syndrome de Hartmann, t'es tout seul. Donc ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit par contre, ce qui était important pour moi, c'était de vous dire mettre les personnes en lien, c'était pour moi justement le plus important. C'était le plus important. Et en fait, quand j'ai ouvert cette association-là et que j'ai commencé justement à en parler autour de moi, j'ai eu aussi bien des personnes valides que des personnes invalides qui m'ont dit ouais en fait clairement ça peut être l'occasion de faire des jeux de société ensemble, des soirées, discuter, même là après à 20h il va y avoir notre animatrice qui va venir pour un karaoké. C'est pareil, ça mélange en fait les populations, ça mélange tout le monde et puis ça permet vraiment d'avoir une société, j'ai envie de dire, inclusive. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, on le voit de plus en plus. Moi, j'habite l'avenue Bollé, avec les travaux, voilà. Là, j'ai appris il n'y a pas longtemps justement qu'ils allaient pas tarder à commencer la rue de la Mariette. Je me suis dit, c'est super, parce que s'ils font ça, moi, je ne peux plus du tout sortir. Parce que, vu comment c'est pas accessible, jusqu'à présent, j'avais trouvé la solution de contournement, c'est-à-dire je passe devant le Super U, j'enchaîne la rue Mariette et comme ça je monte Scarron, La Fuie, rue Nationale et je suis au centre-ville. Sauf que là, s'il commence la rue de la Mariette, ça va être coton. Ça va vraiment être coton. mais du coup, c'est vrai que voilà, nous l'idée c'est ça, c'est derrière, en mixant les populations, ça permet aussi, quand on a des événements à faire à l'extérieur, de dire est-ce qu'il y a une voiture qui peut éventuellement prendre un fauteuil. Bon, celui-ci il se démonte parce que c'est un système, derrière, un système Minotaur. Et du coup, ça permet justement à chaque fois de réfléchir et de se dire est-ce que telle personne a la force justement de tracter le fauteuil, etc. Et des fois, on peut tomber sur des situations assez cocasses, comme hier, on a été rencontrer une société d'aide à la personne. Et la membre du bureau justement qui est venue me chercher, elle m'a dit tiens, j'ai pris mon kangou, comme ça moi je vais pas démonter ton fauteuil, je vais juste te poser du sang. J'étais en mode ouais, ok. Donc en gros elle m'a fait monter devant et puis derrière elle s'est pas pris la tête, elle a pris le fauteuil, hop, elle l'a posé à l'intérieur et puis voilà, elle a bloqué les freins, hop, terminé. Au départ quand elle m'a dit ça, j'ai eu la même idée, je me suis dit mais rassure-moi, tu vas pas me mettre avec le fauteuil à l'arrière de ton kangou. Parce qu'il n'y a pas les ceintures, il n'y a pas les trucs pour attacher, ça va être rigolo. On va tourner. Donc forcément. Après quand elle est venue me voir et qu'elle m'a expliqué, j'ai fait tu me rassures. Parce que là j'ai fait franchement non, je ne serais pas monté. Comment ça, Damien, tu n'aimes pas l'aventure? Et on avait aussi un projet avec l'association de pouvoir faire ressentir à nos élus ce que nous on vit en tant que porteurs de handicap et donc de les emmener en fauteuil faire un petit parcours du combattant dans les villes du Mans. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'il faisait trop mauvais, mais on envisage. Et notre association, elle aide aussi d'un point de vue administratif, mais elle aide aussi d'un point de vue information par rapport aux différentes pathologies, et puis au niveau des lieux ressources, des personnes ressources, mais elle peut aider aussi pour d'autres choses. Elle peut aider aussi, comme on disait, pour créer le lien. Et je sais plus, je me perds dans ce que je voulais dire, moi. C'est pas possible. Mais voilà, on essaye en tout cas de vous accueillir et de faire en sorte qu'on puisse se mixer tous ensemble, valides, invalides, et peu importe, venez comme vous êtes, venez vraiment comme vous êtes. Voilà, comme chez McDo. Voilà. Je vais quand même vous faire réagir un petit peu. Est-ce que par rapport à quand vous êtes arrivé et maintenant qu'on a passé cette première étape du Café Débat, est-ce que votre regard a changé sur le handicap invisible? Est-ce qu'on peut avoir quelques témoignages avec quelques réponses? Guy? Non, ça me rassure, bonjour tout le monde.
Ça me rassure parce que je me dis je suis pas le seul dans cet état-là. Bon, sauf que moi c'est pas la même maladie que vous. Voilà, j'ai 2 cancers et j'ai une paralysie faciale et j'ai un rein en moins. Donc avec ça je suis bien gâté, hein, au bout de 30 ans d'usine. Mais je me dis qu'il y a quand même pire que moi quand même, comme je vois là, un peu à droite à gauche, là, je me dis qu'il y a pire que moi, donc je n'ai pas à me plaindre parce que je ne suis pas seul à vivre dans la souffrance. Voilà. Merci pour votre témoignage. Alors je vais rebondir 1 minute sur ce que vous avez dit, après je vais vous laisser la parole. En fait, on est sur ce que tu as dit, pardon. En fait, on est tous légitimes. Alors en fait, moi aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait encore mal d'entendre. Je suis pas à plaindre parce qu'il y a pire que moi. Oui, mais on est tous pareils. Moi aussi, hein. Moi, je le pense aussi. Voilà. Mais il faut, c'est un bon travail. Effectivement, on a beaucoup de travail à faire de deuil et de tout ça. Mais en fait, il faut réussir justement à casser ces barrières et briser ces préjugés. En fait, on est tous légitimes. Peu importe la pathologie dont on souffre, on est tous légitimes. Donc, et l'association, justement, elle est intéressante pour ça parce qu'on n'est pas là pour se comparer. C'est-à-dire, toi, t'es valide, donc t'as rien à faire là, quoi. Et au contraire, pleure sur mon triste sort, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour comparer les handicaps et on peut, comme tu dis, 2 cancers, il faut quand même les vivre. Un rein en moins, c'est quand même pas rien. Donc non, ne te sens pas moins légitime que d'autres. Voilà, ça c'est important. Et surtout, on a tous notre place et justement, ces cafés débats sont aussi pour ouvrir le regard de l'extérieur qui fait mal également. C'est préjugé, parce qu'effectivement tout est invisible. Les gens ils croient qu'ils ont un scanner limite quand ils nous regardent des têtes aux pieds en se disant mais pourquoi elle a une carte elle, ou pourquoi lui il a une carte, priorité. Moi je suis alors c'est aussi ces préjugés de dire c'est réservé aux personnes âgées, malheureusement ce serait bien, parce qu'au moins il n'y aurait même pas d'enfants qui seraient atteints de pathologies. Hein. Si seulement c'était réservé qu'à tous les 80 ans, moi je prends, voilà. Et c'est vrai que c'est. Donc voilà. Maintenant, tu as ta place et sens-toi légitime et tu n'es pas moins que d'autres. Ah, mais on est tous pareils en fait. On le cache tous. Et on est très très bons là-dessus. Moi, je le cache. Aujourd'hui, vous ne voyez que le sourire. C'est pas tous les jours le sourire. Hein. Quand c'est pas le sourire, je sors pas en fait. Et quand j'ai pas le sourire, je ne sors pas. Si je suis alitée à H24, les gens effectivement, ils me voient jamais quand je vais mal. Sauf que ça va être 2 jours maximum où je vais être à peu près bien, je vais tenir à peu près bien. Sauf que le 3e jour, s'il n'y a aucun repos, quoi que ce soit avec la douleur, avec la fatigue chronique, c'est même pas la peine, je vais être 2 jours alité, mais ça les gens ils ne le voient pas. Plus tous les symptômes qui sont engendrés. Donc, mais ça, personne ne voit, c'est derrière ma porte. Donc derrière nos portes qui sont fermées. Donc voilà, d'où handicap invisible. Donc ce soir, rendons les handicaps invisibles, rendons-nous visibles. Donc voilà. Juste une information justement pour rebondir sur le handicap invisible, très rapidement. Hein. Il y a une association, donc Handicap au visage, vous pouvez regarder sur Facebook, la plupart d'entre vous viennent de Facebook. Vous regardez et il y a un logo handicap invisible qui est en train de se démocratiser. Moi je vais lutter aussi dans ce sens-là pour qu'il se démocratise, pour qu'il arrive jusque dans nos caisses prioritaires de magasins, entre autres. Et donc ce logo handicap invisible, il représente donc un homme avec des points rouges et ça permet d'inclure encore plus de personnes, parce que la plupart du temps quand on vous dit handicap, qu'est-ce que vous imaginez? La première chose que vous imaginez quand on vous dit handicap, c'est le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, c'est 2% des handicaps.
Voilà. 80% des handicaps sont quand même invisibles, donc il faut souvent le rappeler. Et voilà. Donc je ne sais pas s'il y a sur la reconnaissance, je pensais sur la reconnaissance des handicaps invisibles, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui auraient peut-être à parler. Oui, donc moi j'ai une carte prioritaire justement et en fait j'évite, je l'utilise pas. Et la dernière fois je suis allée faire des courses et le supermarché à côté de chez moi était plein et j'avais mal partout. Donc j'étais à la caisse prioritaire et j'ai dit aux gens, je leur ai demandé s'ils avaient la carte, ils m'ont dit non. Je dis je suis désolée mais je passe devant vous. Et il y avait un couple derrière moi qui dit on le donne à n'importe qui. Donc là ça m'a exaspérée. Je l'ai regardé, je fais écoutez monsieur, si vous voulez je vous donne mes handicaps, il n'y a aucun problème et je prends votre état de santé. Je fais moi, si je pouvais m'en passer, sincèrement je le ferais. Et il y a des fois, je prends le tram, parce que je vais pas me conduire, je prends le tram, il y a des fois où je fais gare université debout parce qu'il n'y a pas de place alors que je pourrais virer des gens qui sont certainement pas handicapés et que je pourrais exiger une place. Mais je ne le fais pas. Sauf vraiment si j'ai mal et que je suis douloureuse, là je vais le faire. Mais c'est vrai que je l'utilise rarement alors que je l'ai sur moi. Et la dernière fois, j'étais à la caisse prioritaire et il y avait une dame avec des filles derrière moi, une petite jeune. Je lui ai écouté, en plus elle avait 2 articles, je lui ai dit, je vous laisse passer à moment, parce que je l'avais une dizaine. Elle fait non, si vous êtes là, c'est tout. Elle fait non, mais chez moi, elle fait non, j'attendrai une autre. Merci beaucoup pour le témoignage. Ce que vous dites, nous, on a vu pire, nous, à Leclerc, à Alençon, c'est que c'était une femme enceinte, soi-disant enceinte, je suis en prioritaire, elle passait devant nous, et une fois qu'elle passait en caisse, devant tout le monde, elle a enlevé tous ses coussins, Voilà. Ça, c'est tellement récurrent, ça. La France est un vacances. Il existe en Angleterre en fait un collier avec des fleurs de tournesol que l'on peut porter et moi je trouve que c'est génial en fait comme approche parce que d'abord c'est très gai, c'est coloré et ça envoie un message sans vraiment dire que la personne est malade ou ça envoie juste un message en disant attention, vigilance, la personne qui est près de vous est porteuse d'un handicap. Et je pense que si ce collier-là, en fait, il est disponible dans les aéroports, on peut le demander en allant au secteur accessibilité, ils vous le remettent gratuitement. Oui, c'est une bande avec des fleurs de tournesol. Voilà, et on peut porter une carte, comme la dame mentionnait. Vous avez une carte, vous pouvez en fait avoir une carte sur vous et vous donnez juste un signal parce que la personne verra que vous êtes porteuse de ce collier-là et sans qu'on vienne et ça marche très très bien en Angleterre parce que ça a été c'est véhiculé, les gens le portent et voilà. Et ça, je trouve vraiment dommage qu'en France, ça n'existe pas. Parce que finalement, quand on prend un transport en commun, comme vous le dites, c'est vrai que quand on est porteur d'un handicap et qu'on a des douleurs, on n'a pas envie d'être traité différemment. Alors que l'idée, c'est qu'on a besoin d'aide et il faudrait que ce soit naturel, mais les personnes de notre entourage ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte. Dans le tram. Vous parliez de transport en commun, une fois je suis rentrée dans le tram et il y avait une dame d'un certain âge, elle avait peut-être 10 ou 15 ans de plus que moi, mais elle n'avait pas l'air handicapée, il restait un strapontin ou pour les personnes avec le handicap. Et en fait, je fais excusez-moi madame, mais j'ai une carte, est-ce que je peux m'asseoir? Elle fait il y a des places là-bas. Je fais oui, mais si vous avez une carte, je vous laisse la place et je vais m'asseoir toi. Elle me fait non, j'ai pas de carte et en fait elle a harangué tout le tram en disant que c'était inadmissible. Et là j'ai laissé tomber parce que je me suis dit c'est bon, je vais pas m'énerver. Et en fait parce qu'elle avait un certain âge, elle s'est crue légitime de s'asseoir alors que moi j'avais la carte. Et c'est vrai qu'il y a souvent que je suis debout dans le tram quand même et que j'attends qu'il se vide au fur et à mesure pour pouvoir m'asseoir. Et ça m'a énervé ce jour-là mais j'ai pas réagi.
ça c'est le logo effectivement de handicap invisible, debout mais je souffre. Donc c'est la personne qui a créé ça, elle s'appelle Virginie Spizo. Elle habite sur Le Mans et elle est en fauteuil. Et c'est pareil, pendant un temps elle avait a toujours eu un handicap invisible en fait, mais qui s'est dégradé et qui a fait qu'aujourd'hui elle est en fauteuil. Mais effectivement ça c'est son combat de tous les jours, c'est qu'elle a créé en fait une structure et elle va régulièrement dans les Leclerc, les Lidl, etc. Là, son prochain objectif, justement, c'est les Super U et les Lidl. Donc là, elle a commencé, je crois que le Leclerc de Fontaine, d'ailleurs, il fonctionne, oui, c'est ça, c'est ça. Le Leclerc des Fontaines, par exemple, c'est elle qui a été les voir et qui leur a dit, voilà, moi, je souhaiterais installer une borne, parce que c'est bien d'avoir les cartes, mais à quoi sert le QR code qui est sur les 3 cartes? Concrètement, à quoi il sert? Eh bien en fait, il ne sert strictement à rien. Clairement, il ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'en fait, tiens un QR code, mais c'est tout. C'est juste pour faire joli. C'est-à-dire que derrière, en fait, théoriquement, le QR code est censé, en matière européenne, de pouvoir juste vous faire reconnaître dans d'autres pays. Mais du coup, en France, à quel est l'intérêt? Et en fait, Virginie, son idée, c'était de travailler avec le gouvernement, de travailler avec ceux qui émettent les cartes en disant, eh ben maintenant, le QR code qui est présent sur les cartes, eh ben on va mettre un lecteur, et le lecteur en fait va lire le QR code, lire effectivement si c'est une carte à validité, de bout difficile, enfin bon bref, et à ce moment-là justement afficher une alarme, enfin une alerte sur le comment dire, sur le moniteur en fait, et sur la caisse, merci, de manière à ce que on puisse dire bah oui là c'est priorité. Là la personne elle ne doit pas rester debout longtemps, donc dépêchez-vous. Pardon? C'est une carte en dessous de la carte, il faut En fait, les Leclerc, ce qu'ils ont mis en place, je vais vous la sortir. C'est, en fait, il faut aller à l'accueil. Vous faites voir votre carte handicap. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes handicap, c'est ça. Hein. Il y a une durée de validité. Il faut savoir que même les pathologies chroniques, on ne l'a pas à vie. Elle est récente? Peut-être voilà. Parce qu'en fait, moi, je suis même en pathologie chronique. En fait, il faut qu'on fasse les renouvellements. Il y en a qui ont 2 ans. Moi, j'ai 5 ans. Donc, la nouvelle, là, elle est demandée. J'espère justement qu'elle va être... Parce que ma pathologie, elle reste récente, ne peut pas s'améliorer. Donc, ils ont amélioré certaines choses. Mais, je vais croiser les doigts pour qu'elle soit en permanente, alors. Il me reste plus ce dossier tous les 5 ans. Et en fait, ce que Virginie a mis en place, c'est des systèmes de prix au calme. Donc vous allez en fait à l'accueil, vous avez une borne, merci. Je suis désolée, avec le sel et le soir et la fatigue, c'est une horreur. Il y a mon nom dessus, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est vrai qu'elle a géré aussi. Donc en fait, vous allez à l'accueil, vous présentez votre carte handicap, vous mettez, donc il vous donne cette carte-là en échange et ça doit être mis dans la borne. Sauf que le souci, c'est que moi je me bats et que je ne vais pas lâcher de toute façon avec ce magasin et Damien il le sait, mais pour l'instant on n'a pas encore le temps d'intervenir. Est-ce que le carnet ponctuel fonctionne? Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Sauf que moi, je ne suis pas du tout de là-bas. Et donc, pour le citer, de toute façon, je vais le citer parce que j'en ai rien à faire. J'ai écrit au directeur, il ne m'a pas répondu, donc tant pis pour lui. Le Leclerc d'Alonne, concrètement, il y a ce système-là. Mais en fait, les caissières, après je les comprends, c'est pas contre les caissières, parce que j'entends de tout et se font engueuler par les clients, enfin bon, c'est une horreur. Et donc en fait, cette carte-là fait une lumière bleue à la caisse, lorsqu'il signale notre présence. Sauf que le Leclerc d'Alonne, pour contourner, merci, contourner ce système, a rajouté une petite phrase. Et ce qu'ils ont mis, c'est que priorité, sauf si vous avez déposé vos articles sur le tapis. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai des clients qui sont devant, avec leur grand chariot, ils ont des chariots pleins, vous imaginez bien, ils prennent tous la caisse handicap. Alors là, ils vont, pas de souci. Mais oui, mais il y a cette petite phrase. Et moi,
moi, une fois, j'arrive, je vois un monsieur qui jette ses sacs sur le tapis. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah oui, parce qu'il y a une petite phrase qui dit « Vous êtes prioritaire, sauf si la personne de devant vous a mis les articles sur le tapis. » Donc là, vous n'êtes plus prioritaire. Donc ce qui se passe, c'est limite, c'est la course à... Enfin, moi, je ne sais pas courir, ça n'existe pas. Enfin, les valides, ils y vont tous en courant, vous mettez un article, vous n'êtes plus prioritaire. Donc en fait, ils contournent la loi par rapport à ça. Le cas des Fontenay, la seule chose qu'ils ont fait, et ils sont plus intelligents, c'est qu'ils limitent les caddies à 10 articles. Mais Leclerc, eux, à l'homme, non, mais les gros chariots de course et que nous, on attend, et encore moi j'ai de la chance d'avoir un déambulateur position assise. Mais bon, je l'ouvre maintenant parce que plus les années passent et plus je combats, et même pour mes enfants. Parce que moi je me dis de toute façon c'est trop tard, mais moi j'ai mes enfants aussi qui sont à suivre. Et bon, voilà, donc il faut vraiment combattre la cause. Et effectivement, je vous rejoins, malgré que ça fait des années que je suis diagnostiquée, que le deuil sont faits, je ne sors pas systématiquement ma carte. Parce qu'il y a encore cette peur que les gens sont agressifs, et effectivement. Mais faisons-nous entendre, et faisons-nous voir, et rendons-nous visibles. Je monopolise, je suis désolée. Mais en fait, au Leclerc de Fontenay, suite à mes problèmes d'hyperlaxité, je m'étais fait réduire les ligaments externes de la cheville gauche. Et en fait, j'étais en béquille. Et la personne devant moi, elle avait un caddie plein d'alcool, de bouteilles d'alcool. Et en fait, elle avait posé quelques bouteilles sur le tapis, de la bière. Et en fait, moi, j'avais fait quelques courses dans mon caddie avec mon papa. Et en fait, je suis c'est pas grave, je vais attendre. Il avait déjà posé, il était devant moi. Et là, le jeune, c'était un jeune, c'était en plein été, le jeune il a dit, vous remballez vos affaires, vous laissez passer madame, et vous allez, en plus il y avait des caisses où il n'y avait personne, sincèrement il n'y avait personne. Et en fait il a commencé à péter un câble, je fais, laissez tomber, je fais, c'est bon, je peux attendre 5 minutes, il n'y a pas de souci. Et le caissier, donc il va avoir une vingtaine d'années, il fait, non, monsieur ramasse ses affaires, il y a plein de caisses là-bas de livres, où il attend après vous. Et ben il est parti, mais Furax, de chez Furax. Et j'ai trouvé ça sympa pour le caissier, mais par contre, c'est vous qui vous êtes fait, excusez-moi du mot, mais engueuler parce qu'il l'a envoyé, alors désolé, je vais pas le poli, il l'a envoyé chier, quoi. Et il a dit, c'est bon, quoi, elle peut attendre. Donc, je suis désolée, c'est pareil, j'ai une amie, donc à plein de cas visibles, et quand je vois les personnes, parce que j'ai fait l'université, donc il y a le crédit mutuel et il y a la place handicapée. Et en fait, plus d'une fois, je me prends la tête avec les gens alors que je n'ai pas à me garer en leur disant qu'il me fait, mais c'est juste pour 5 minutes retirer l'argent. Je dis, à ce moment-là, prenez pendant 5 minutes les handicaps des personnes et vous pourrez en parler ensuite. Et en fait, mais je ne sais, ma meilleure amie arrête de prendre la tête parce que ça m'exaspère en fait. Je veux dire, une personne qui arrive handicapée, je peux pas se. Parce qu'en plus, avec les travaux de l'université, c'est pas bizarre. C'est vrai. Moi, ça me félicite de ça, parce que régulièrement, je mets des photos. Comme j'ai à dire, et j'ai 2 illustrations là-dessus que j'ai vécues, donc je peux en parler librement. La police municipale sur une place handicapée, ici au Mans, donc j'ai vu ça, et des gens aussi de la municipalité. Le Mans Métropole sur la place handicapée aussi, pas loin. Donc, et je voulais rebondir sur ce que disait madame, c'est on ne doit pas avoir honte d'être handicapé, entre guillemets. On ne doit pas avoir honte du handicap, on doit faire valoir nos droits dans tous les domaines, que ce soit le handicap ou que ce soit autre chose. Mais les étincelles existent pour ça, c'est pour faire grandir cette grande idée qu'est l'inclusion. L'inclusion, c'est quoi? C'est reconnaître toutes les formes de handicap, y compris celles qui peuvent venir dans la vie, parce qu'un accident de la vie est venu. Le vieillissement fait partie aussi des difficultés qui peuvent intervenir dans une vie, et un handicap invisible peut intervenir avec le vieillissement. Donc chacun ici présent peut être concerné, quoi. Et les voitures garées sur les trottoirs. Sur les trottoirs, normalement, la loi doit laisser passer une poussette. On doit pouvoir laisser passer une poussette. Non, parce que là, il y a l'ouverture, il y a la carrette
Vous pouvez pas passer sur ce couloir. Voilà. Donc la riche, voilà. Moi, je pense que le poussette, ça reste dans le même domaine. Une poussette est moins large que le fauteuil. Oui. Quand on parle de la ville du bain, moi, ils ont fait à Chasseur-Royage, c'est comment ça s'appelle, la rue qui va vers. Non, l'autre, il y a la poste. Non, quand vous êtes devant le Carrefour Market, vous allez vers la poste. Voilà, ils ont fait cette rue-là. Très bien. Mais moi, une fois, je vais pour aller à ma banque, le LCL, j'ai dit, bah oui, mais non, on ne peut pas rentrer dedans parce que la marche est trop haute, il faut pousser la porte. Alors, à la banque, je lui dis, elle me dit, il faut appuyer sur le bouton. Je lui dis, oui, mais votre bouton, il est à l'intérieur. Elle me dit, effectivement. Mais déjà, elle m'a dit, à la base, c'est la ville qui n'a pas fait les... Elle me dit, dans tous les magasins, c'est comme ça, il y a une petite marche. Là-dessus, je vais rebondir et c'est effectivement ce sera le sujet justement du mois prochain. On parlera justement de mobilité, ville inclusive et quel est notre rêve de la ville de demain, le monde de demain par exemple. Et effectivement, c'est vrai que ça c'est quelque chose pour lequel on essaye de se battre, enfin on commence à se battre, notamment auprès des entreprises pour leur faire comprendre que les gars, en fait, faut penser à tout le monde. Si on pense à une personne à mobilité réduite, on va penser à une personne qui est maman avec une poussette, on va penser à une personne qui a des béquilles, etc. En fait, l'inclusion ne va pas sans l'accessibilité et vice-versa. Ici, en fait, ce lieu-là, c'est un lieu, ça fait maintenant 2 ans qu'on vient régulièrement en Portland, parce que justement, c'est un lieu qui est vraiment, pour le coup, totalement accessible et totalement inclusif. C'est-à-dire que, à part au-dessus là, mais bon, c'est normal puisqu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de faire les travaux et le nécessaire pour accéder à l'étage, mais on peut quand même accéder à l'étage qui est là-haut, donc il y a le week-end. On a toute la place ici, et en plus de ça, il y a plein de choses qui sont mises en place par les dirigeants d'ici. Tous les événements, ils font en sorte que ce soit accessible. Quand il y a une difficulté ou quoi, ils essayent d'adapter au mieux. Notamment l'avantage justement d'avoir du mobilier qui n'est pas fixé au sol, par exemple. C'est des choses qu'on voit dans d'autres lieux, je ne les citerai pas, mais voilà. Et c'est vrai que ça peut être très impactant. Il y a des lieux où effectivement on se dit, tiens, je vais aller manger avec des amis ici. Non, en fait je peux pas parce que c'est fixé au sol. Donc moi avec mon fauteuil, je fais comment je peux me mettre au niveau de la table, puisque je peux même pas la décaler d'1 centimètre parce que ma manette les gêne. Donc après on se retrouve à devoir enlever la manette, à la ranger ou faire je ne sais quel équilibre, et des fois c'est juste pas possible. Mais ça effectivement voilà, c'est comment dire, aujourd'hui c'est l'objectif déjà c'est l'objectif des travaux aujourd'hui, c'est de travailler sur tout ce qui peut être la mise en place de l'accessibilité, puisque de toute façon ils ont une obligation avec l'acte européen d'accessibilité qui a été mis en place en juin dernier. Donc la ville du Mans a eu pas mal de retard, ils l'ont reconnu. Nous on a été voir plusieurs fois le maire, etc. de la ville du Mans, et plusieurs fois ils nous ont dit oui, on a beaucoup de retard, on le reconnaît, mais malheureusement il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ne se sont pas passées. Donc voilà, et à côté de ça, effectivement, c'était quoi que tu avais mis juste avant? Le CADH, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Le conseil départemental de l'accès au droit. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que ça, en fait, vous pouvez en faire appel aussi, notamment si vous avez des lieux sur lesquels vous ne pouvez pas accéder, et que vous allez vous présenter, et puis on vous dit non, mais moi de toute façon, j'ai pas envie. Vous pouvez effectivement les contacter en leur disant écoutez, moi je comprends pas, je voudrais accéder à tel lieu, mais on m'a refusé l'accès, sans préciser le pourquoi du comment. On m'a même pas donné un papier qui justifie que ils ont le droit, entre guillemets, de ne pas faire les travaux. Il y a aussi tout ce qui peut être les difficultés qu'on peut rencontrer là-dessus avec différentes choses en fait. Je me vois pas ce qui est marqué là. C'est quoi? Ouais, comment ça marche? Je vais le lire parce que c'est petit.
contacter donc le conseil départemental de l'accès des droits, donc c'est CDAD, de votre département, un premier entretien d'écoute et d'orientation, et donc une consultation juridique avec un professionnel du droit, ou une information juridique avec une association, par exemple la nôtre. Voilà. Et donc, pour donner un petit peu quelques informations, donc les associations spécialisées donc, sur les douleurs chroniques, donc le centre d'adressage par le médecin traitant, en haut à droite, Endo-France pour l'endométriose, Fibromyalgie SOS, Association nationale, évidemment, avec l'écoute, dont on a parlé tout à l'heure. Je vous relis le numéro parce qu'il n'est peut-être pas très lisible. Pour ceux qui veulent prendre le numéro 09 70 09 2 x 22. La FM Téléthon avec la ligne accueil famille 0800 35 36 37. Et l'association CED et moi, donc dont on a eu quelques représentants ce soir. Voilà, mon sourire, ma différence. Que dire d'autre, Damien? En plus de tous ces numéros d'urgence et d'écoute, on a parlé aujourd'hui beaucoup du handicap invisible. Sachez aussi que dans le handicap invisible, on a aussi des amis de l'association justement France Épilepsie qui sont là et qui sont représentants eux pour le coup de la Mayenne. Donc du coup voilà, ça permet en fait vraiment de mixer, j'ai envie de dire, encore une fois, toutes les... Non, j'y arrive toujours pas. Ah, c'est Épilepsie France, ouais, bah ça va. Hein. Au bout de 3 ans, j'y arrive toujours pas. Pour moi, c'est France Épilepsie, c'est tout. Hein. C'est comme France Parkinson, c'est comme France Alzheimer, c'est... Désolé. Bah ouais, bah à un moment donné, je m'y ferai. Peut-être dans 3 ans, j'y arriverai. Mais voilà, et donc du coup, effectivement, aujourd'hui, justement, cette synergie sert à ça, c'est-à-dire vraiment mixer les différentes associations. Et puis, ben voilà, tous ces numéros-là sont super importants, que ce soit la prévention du suicide, que ce soit le suicide écoute, SOS Amitié, le SAMU, bien évidemment. Et puis, voilà, ah, j'avais pas eu mon numéro perso là-dessus. Mais oui, non, mais de toute façon, il va devenir celui de l'assaut. Moi, je vais m'en reprendre un parce que sinon, je m'en sors pas. Mais voilà, si vous avez besoin en fait de conseils ou autre, faut pas hésiter justement à appeler ce numéro. Et puis là, dès qu'on aura un local, celui-là il restera dans le local, comme ça il y aura des permanences, tout le monde pourra répondre. Comme ça, moi je fais. Et donc je voulais juste signaler aussi une chose importante, notre chère association et notre cher président en a parlé il y a 15 secondes, c'est notre association a 3 ans, et en 3 ans, donc cette synergie elle a grandi, elle peut encore grandir avec vous. Chacun qui s'engage, et ben c'est une âme de plus, je dirais, pour l'inclusion, pour l'inclusion dans notre département ici en Sarthe. Mais aussi pour l'inclusion, vous voyez, à la Mayenne, il y a des gens d'Alençon aussi avec nous. On espère faire grandir notre champ d'achalandage, je dirais, de pouvoir faire briller l'inclusion à haute échelle et pouvoir toucher aussi le plus possible les pouvoirs publics, la société, pour qu'elle puisse changer son regard sur le handicap invisible. Voilà, on vous remercie chacun, tous personnellement, de votre participation ici. Je ne sais pas s'il y a encore 2 ou 3 questions, peut-être, ou intervention. Non, eh bien... Ah, peut-être une intervention là-bas. Je pense juste à... Vous avez peut-être vu Paul Delivron, est-ce que ça vous parle? Un monsieur qui a un handicap et qui fabrique des fauteuils roulants en bois, en lamellé collé. Paul Delivron, et qui a une résonance de plus en plus importante. Voilà.
les a fabriqués, les développe. Il en a fait un pour le pape, enfin l'ancien pape, en tout cas. Le nouveau a l'air en bonne santé. Et voilà. C'est du bois solide, j'imagine. C'est du bois solide, j'imagine. Oui. Avec Yann, merci pour cette information. Voilà, un grand merci à tous. Un grand merci. Et puis pour ceux qui veulent rester, vous pouvez rester pour le karaoké qui va pas tarder à débuter. On attend notre animatrice avec grande impatience. Et puis nous sommes là bien sûr pour toute discussion et pour prendre des adhésions et éventuellement du bénévolat si vous voulez vous investir dans notre association, notre belle association. Bonne soirée à tous.